Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à tous, bienvenue dans le 3e épisode de la saison 6 de Vue du banc. Un épisode qui sera consacré à la Ligue des Champions, qui va débuter là en ce milieu de semaine. Donc on va faire une petite preview, une petite préparation de cette saison de Ligue des Champions qui s'annonce. On va aussi parler un petit peu de Ligue Europa, en tout cas des clubs français. Donc voilà, un épisode spécial Coupe européenne avant de finir par un petit vrac, comme vous en avez l'habitude. En tout cas, c'est une habitude qu'on va prendre là dans les épisodes semaine après semaine pour cette édition, ce 3e épisode de la saison comme d'habitude. Mes deux compères, Raphaël Cosmidis, salut Raphaël. Salut Christophe. Et Florent Tognuti, bonjour Florent. Et salut Christophe. Alors, donc je vais expliquer un petit peu le déroulé. On va parler des équipes françaises d'abord, ensuite de quelques matchs à suivre. On va répartir les meilleures équipes en différents tiers, différents chapeaux, pour plutôt que de faire un power ranking de 1 à 8, voir un petit peu quels sont nos favoris et quels sont nos inconnus. Et ensuite, on terminera par la Ligue Europa et nos trucs en vrac. Donc, on va commencer par les équipes françaises. On va faire ça dans l'ordre du classement de la saison dernière, commencer par le PSG. Raphaël, comment est-ce que tu vois cette édition pour Paris ? Bien sûr, on sait qu'a priori, la qualification pour le tour suivant ne devrait pas poser de problème. Ça va plutôt se jouer au tour suivant. Là, je rappelle vite fait le groupe Real Madrid, Bruges, Galatasaray. Donc, on voit quand même le Paris et le Real avoir un net avantage sur les deux autres équipes. Qu'est-ce que tu attends de cette première phase de côté parisien ? C'est difficile à savoir parce que le club a été tellement marqué cet été par l'affaire Neymar et le déroulé du scénario, ses envies, finalement son impossibilité de partir, qui change pas mal son avenir et peut-être celui de Mbappé, comme on en avait parlé avec Florent lors d'un épisode précédent. Donc c'est difficile de se projeter parce que les objectifs de chacun et du club sont assez flous. Neymar sera dans quel état d'esprit et dans quelles ambitions, alors qu'il voulait partir il y a 2 semaines de ça. Mbappé qui était promis, ou en tout cas c'était un peu intimé qu'il partirait bientôt et peut-être au Real l'été prochain. Est-ce qu'il y aura cette ambition d'aller chercher la Ligue des Champions dès cette saison ? Où en est le club par rapport à cet objectif européen qui était vraiment marqué et prononcé il y a 2 ans au moment de recruter les 2 stars, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui, où tu as l'impression que l'idée est de remettre un peu l'église au centre du village et de se concentrer sur des profils de joueurs et des attitudes exemplaires. Voilà, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis quelques saisons que tu abordes la Ligue des Champions en tant que PSG ou en tant que supporter du PSG, en tant que suiveur du PSG, en te disant c'est pas forcément la priorité de la saison d'aller loin en Ligue des Champions. La priorité, ça va être déjà de dégager une image et une attitude sur le terrain qui va changer par rapport aux saisons précédentes. Peut-être que ça va passer par un changement d'attitude des attaquants, par exemple en phase défensive. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'attentes cette saison, tellement les épisodes traumatisants des 2 saisons dernières ont fait mal et ont derrière poussé certains joueurs à se poser des questions sur leur avenir. Florent, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu ne penses pas que, donc avec le PSG Real de mercredi, si le PSG gagne 3-0, ça ne va pas recommencer à s'enflammer et à remettre des attentes pour que Paris puisse viser la victoire finale, en tout cas être dans le dernier carré ? Oui, les attentes, elles vont se construire sans doute au fil de la première phase, mais même au-delà de ce que disait Raph sur le rapport du PSG à la Ligue des Champions, il y a aussi le PSG en Ligue 1 depuis le début de la saison qui avance mais sans vraiment convaincre. La saison dernière, ça envoyait quelques claques d'entrée et il y avait aucun doute sur la capacité de cette équipe à dérouler tranquillement en Ligue 1. Là, cette année, alors il y a aussi le fait que à côté, il n'y a pas forcément non plus de concurrence qui semble avoir élevé le niveau. Après le gros départ de Lyon, là, ça s'est tassé. Mais en Ligue 1, sur leurs prestations, il n'y a rien aussi dans ce qu'ils montrent dans le championnat de France qui laisse penser que ça peut être une équipe ambitieuse ou très ambitieuse en Ligue des Champions cette saison. Donc ça va se construire en effet au fil de la première phase. Et c'est vrai que ce match d'entrée face au Real Madrid, comme tu le dis, ça peut peut-être changer, ça peut peut-être être un premier signe sur ce que va vraiment ambitionner le PSG cette saison. Raphaël, est-ce que dans la construction d'équipe, tu vois quelque chose qui pourrait permettre de briller en Ligue des Champions ? Alors on sait qu'il y a quand même le hasard, les scénarios de match, le mental qui joue une part prépondérante dans les résultats. On l'a vu à la fois avec la dernière élimination du PSG, mais même les qualifications de Tottenham qui, tour après tour, avaient quand même une petite part d'incertitude. Est-ce que le type de recrutement, Sarabia, Herrera, Gaï, Icardi, ça va selon toi sur un projet qui sera entre guillemets plus apte
à performer au niveau européen ou pas forcément? J'ai quand même l'impression que l'équipe est un peu plus fournie que la saison dernière, notamment au poste de, pas forcément de 6 sentinelles, qui était un peu de façon un besoin inventé, parce que t'es pas obligé de défendre avec une sentinelle, tu peux défendre avec 2 ou 3 milieux qui vont chacun avoir une part du boulot défensif. Mais là, avec Gay Herrera ou même un milieu offensif comme Sarabia qui est capable de faire des efforts sans ballon, tu peux imaginer que tu peux pardonner peut-être à 1 ou 2 joueurs de faire moins d'efforts si derrière, justement, tu as cette couverture du terrain plus forte chez d'autres. Ça peut être une différence par rapport à la saison dernière. Je pense que l'effectif est un peu plus fourni. Alors, tu as toujours des trous, notamment latéral gauche, si Bernat se blesse, c'est un peu plus compliqué. Alors, Diallo là, a fait un bon passage en tant que latéral gauche en fin de match contre Strasbourg, mais est-ce que c'est quelqu'un sur qui tu peux parier en Ligue des Champions à ce poste-là? Pas sûr. Côté droit, Dagba Meunier, pour l'instant, personne se dégage. En plus, Dagba s'est blessé, donc finalement, tu as un peu un latéral droit dont tu voulais plus vraiment qui va disputer une bonne partie des matchs de poule. Sur ces postes de latéraux, il y a peut-être une question, mais sur le reste, j'ai l'impression que c'est un peu plus fourni. Tu peux même imaginer que malgré une blessure de Cavani ou de Mbappé derrière, comme tu as Icardi, tu as cette profondeur de banc que tu n'avais pas. Donc c'est paradoxal parce que c'est peut-être la saison où, enfin en tout cas une de 2-3 dernières saisons où tu as l'effectif le plus long que tu en attends le moins parce que il y a une espèce de fatigue mentale des épisodes que j'évoquais tout à l'heure. Donc je suis curieux de voir comment Tuchel va animer son milieu de terrain et notamment autour de Verratti et de Marquinhos, savoir si Marquinhos va redevenir ce milieu sur lequel il avait parié la saison dernière, ou s'il va donner ce rôle à des Gay, des Herrera. Je suis curieux de voir si ça va peut-être pas rendre un Verratti un peu meilleur en Ligue des Champions notamment. Florent, comment est-ce que tu vois le Tourelle saison 2? J'ai l'impression qu'au-delà depuis la déception, l'élimination contre Manchester, au-delà des résultats et peut-être un peu du manque de passion qu'il y a autour du club, un peu de côté un peu blasé, où bon, on est champion, mais voilà, il y a pas grand-chose à jouer, c'est toujours la même histoire en Ligue des Champions. Même dans le jeu, au-delà des mauvais résultats qu'il y a pu avoir sur la fin de saison en championnat, j'ai pas l'impression qu'on retrouve un peu ce côté expérimentation avec tiens, il y a Marquinhos au milieu, tiens, on découvre des nouvelles choses. Au-delà des résultats qui sont un peu plus coussi-coussa, j'ai l'impression que ça stagne, alors que logiquement, un coach comme ça devrait quand même continuer à implanter des choses et en année 2, tu devrais avoir une progression vers son objectif de jeu. Ouais, ça avait démarré très fort. Je parlais tout à l'heure des claques qu'avait pu mettre le PSG en tout début de saison dernière où c'était un petit peu tout, enfin je vais pas dire tout pour l'attaque, mais voilà, ça attaquait beaucoup, ça déroulait, on retrouvait ce que Tuchel faisait bien à Dortmund. Après, on a aussi vu ce que Tuchel avait un petit peu raté à Dortmund à l'époque, c'était quand l'équipe avait rencontré son premier à-coup, son premier contre-coup plutôt dans la saison. Il avait eu beaucoup de difficultés, voire même avait été incapable de relancer la machine, de repartir sur autre chose. Et là, on a l'impression que on est encore, même si Paris, malgré la défaite contre Rennes en championnat, s'est relancé et a gagné quelques matchs depuis, on a l'impression qu'on est encore dans la continuité de la fin de saison dernière où, certes, là, le titre était gagné et ça partait un peu dans tous les sens, que ce soit offensivement, mais surtout défensivement. Là, ça s'est un petit peu réglé derrière, même si face à Strasbourg... Navas a déjà dû s'employer pour éviter à Ajorc de marquer, mais t'as l'impression en effet qu'il n'a pas réussi à relancer quelque chose cette saison, relancer un projet. Alors il teste des choses, il a testé en prépa, il avait testé un 4-4-2 qui sur le papier me paraissait intéressant avec Di Maria, Sarabia sur les côtés, 2 milieux de terrain et ensuite 2 attaquants à choisir parmi les joueurs disponibles. Parce que c'est aussi ça le problème aujourd'hui pour Tuchel, c'est que tu démarres quand même ta campagne de Ligue des Champions sans Mbappé, sans Neymar puisque Neymar sera suspendu, avec un Cavani qui est de retour de blessure et qui est, je crois, encore incertain à l'heure actuelle, et un Icardi qui a priori débarque hors de forme. Donc c'est vrai que c'est compliqué malgré tout de construire quelque chose offensivement si tous les mecs de ta ligne d'attaque sont quasiment sur le carreau, quoi. Raphaël, sur le reste du groupe, donc Real, Galatasaray, Bruges, qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis curieux de voir Galatasaray parce qu'ils ont fait un recrutement. On regardait l'équipe avant de démarrer le podcast avec Florent. Je crois qu'il y a 90% des joueurs qui sont passés par la Ligue 1 à un moment donné. Et je disais en rigolant que ça ressemblait un peu à un Saint-Etienne, un recrutement de Saint-Etienne avec plus d'argent, où ils récupèrent du Falcao, ils récupèrent du Nzonzi, ils récupèrent Lemina. Ils ont, je crois, Belanda aussi milieu de terrain comme ancien de Ligue 1. Belanda, Seri aussi qui est là. Seri, voilà, Fegouli. Jimmy Durmaz.
Et Jim Donc Durbaz et Ryan Babel aussi devant. voilà. Je suis assez curieux de voir comment ce 11 un peu ancien All-Star du foot français. Nzonzi n'est même pas passé par la Ligue 1, je crois qu'il avait même pas joué en première division française à l'époque quand il avait été formé. Comment ce que ça va donner, notamment sur les matchs contre le PSG. Mais sinon pas plus que ça. Alors Bruges a l'air d'être une bonne équipe qui monte en Belgique depuis 2-3 saisons. Là j'ai vu qu'ils avaient commencé encore fort la saison. J'ai quand même du mal à imaginer que ça embête la hiérarchie du groupe. Et... Après il y a beaucoup de questions sur le Real aussi, mais on en parlera peut-être plus quand on fera notre Power Ranking. Florent, même question. Alors, ça me fait penser qu'on parlait la semaine dernière des meneurs de jeu de grande taille. On avait oublié Hans Van Aken, de Bruges, qui fait 1m95 et qu'on avait aperçu l'an dernier faire beaucoup de mal à Monaco. Alors, évidemment, Monaco l'an dernier, c'était pas si difficile de faire mal à cette équipe, mais encore cette année. Donc, c'est peut-être pas révélateur de son vrai niveau, en tout cas de ce qu'il sera capable de faire face au PSG, mais c'est vrai que c'était un bon petit joueur, petit entre guillemets. Pareil, donc si on exclut un petit peu le Real, est-ce qu'il y a des choses à craindre ou des choses à attendre de Bruges ou Galatasaray? Est-ce que même ça t'intéresse finalement, ce type de match, ou alors est-ce que tu vas regarder le score, mais sans plus? En fait, le match face à Galatasaray, et au-delà du cas du PSG, ça marche aussi pour le Real Madrid. Je trouve que, en effet, comme le disait Raphaël, si tu peux monter une équipe plutôt sympathique quand même avec les milieux et les attaquants de Galatasaray. Donc dans les matchs où le PSG ou le Real vont affronter cette équipe-là, autant derrière, tu regardes l'effectif, t'as Mariano, Nagatomo qui ont 33 ans tous les deux sur les côtés. Mais après dans l'axe, franchement, c'est des joueurs que je connais pas vraiment et qui n'ont pas vraiment on va dire, de palmarès ou de ligne en Ligue des Champions ou d'expérience plutôt même. Donc derrière, je me dis que ce soit Paris ou le Real, il devrait avoir des situations pour les faire craquer. Mais je me dis aussi que si Galatasaray a des opportunités pour avoir la balle et pour être dangereux dans ces matchs-là, je pense que c'est une équipe qui a un certain potentiel pour marquer des buts à Paris ou et peut-être même plus au Real Madrid. Donc je me dis que ça peut être des matchs sympathiques à suivre jusqu'à ce qu'il y ait 2 buts d'écart, quoi. Si à un moment donné il doit y avoir 2 buts d'écart pour le PSG ou pour le Real. Mais c'est vrai que quand tu imagines un milieu de terrain où tu aurais Nzonzi, Belhanda, Seri, Lemina, avec il y en aura un de trop d'ailleurs, un joueur sur le côté avec Dourmaz ou Fegouli, et puis devant tu mets Falcao, et sur un autre côté tu mets Babel. Bon, ça fait beaucoup de milieux, mais voilà, vous choisissez parmi ce groupe-là. Tu te dis que ça peut quand même inquiéter un PSG mal luné ou un Real, ou même un Real de base en champion de Liga depuis le début de la saison, puisque je crois qu'ils n'ont pas réussi un seul clean sheet depuis le début de la saison en championnat. Donc peut-être que les matchs face à Galatasaray pourront être sympas à suivre jusqu'à ce qu'il y ait un certain écart au score, puisque je pense qu'avec ce qu'ils ont devant, ils peuvent vraiment poser des problèmes aux défenses parisiennes ou madrilènes. On passe du groupe A au groupe H avec la deuxième équipe française qui a terminé dauphin l'an dernier, Lille, qui se retrouve dans le groupe de l'Ajax, de Chelsea et de Valence. Raphaël, j'ai l'impression je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que c'est un groupe assez équilibré où tu as peut-être pris le meilleur du chapeau 3, l'un des meilleurs du chapeau 3 et l'une des plus faibles équipes du chapeau 1. Et que finalement, même si Chelsea semble partir avec une longueur d'avance, il y a des incertitudes un peu sur tout le monde. Et tu peux, selon comment ça tourne sur les 2 premières journées, tu peux imaginer pas mal de scénarios. Alors Lille qualifiée, peut-être pas. En tout cas, Lille paraît pas favori. Mais il y a vraiment quelque chose à jouer pour une équipe qui avait le pire coefficient, je crois, et qui en tout cas était chapeau 4. Ouais, pour moi, c'est vraiment le meilleur groupe, en tout cas le groupe le plus intéressant de cette édition, parce que ça brise le schéma habituel qui est construit par les chapeaux, du fait qu'il y a toujours une ou 2 équipes qui sont au-dessus, parfois 3, et une quatrième qui va servir de punching ball pour que tout le monde prenne au moins 6 points. Là, en l'occurrence, tu vois les 4 équipes. Alors Valence, selon comment ça évolue avec Celades, va peut-être être cette équipe, mais je pense pas quand même que ce soit plus faible ou beaucoup plus faible qu'un Lille ou que l'Ajax, malgré les problèmes au niveau de la direction et de l'entraîneur. Ils ont quand même un effectif qui devrait leur permettre de rivaliser. Et tu peux imaginer sur chaque match, d'ailleurs je serais curieux de voir les cotes au fil de l'évolution du groupe, sur chaque match tu peux imaginer que telle équipe va s'imposer ou que telle équipe au moins va aller prendre un point à l'extérieur ou en tout cas mettre en danger l'équipe qui reçoit. Donc c'est vraiment le groupe que je suis le plus impatient de suivre. Alors Lille, t'as quand même fort à faire parce que Chelsea, on a vu sur les derniers matchs, avec la montée en puissance de joueurs comme Mount, comme Abraham, avec le retour de Kanté qui se fera d'ici peu, que t'as quand même la possibilité quand t'es Chelsea avec cet effectif-là, cet talent offensif de faire pas mal de différences. L'Ajax c'est un peu plus une inconnue que la saison dernière et puis Valence est vraiment la grosse inconnue de ce groupe.
Par contre, Lille est peut-être l'équipe qui a le moins de top joueurs, mais qui a le plus de certitude sur sa manière de jouer. Là, ils ont été bons ce week-end contre. J'ai oublié l'adversaire, en plus j'ai vu le match, ce qui est bête. Mais je ne sais plus contre Angers. qui Lille a pu, tu me diras. Ah bah voilà, contre Angers. Alors, Angers qui a pas été bon, mais Lille, dans sa manière de jouer, en tout cas, c'est ce qu'il veut faire. C'est un peu le même cas que l'Ajax, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un style de jeu très précis, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs cet été, mais ils ont été capables de les remplacer, de trouver des alternatives assez rapidement. Donc, faire troisième, en tout cas, ce serait bien pour Lille, parce que ça leur permettrait d'aller en Ligue Europa, et je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils auraient quelque chose à faire. Alors, reste à savoir si à ce moment-là, le club prendra au sérieux cette compétition. Mais vraiment, j'ai hâte de voir Lille jouer dans cette compétition avec ce groupe et de voir comment Galtier va s'en sortir, parce que je crois que c'est sa première en Ligue des Champions. Avec Saint-Etienne, il n'avait jamais réussi à se qualifier. Vraiment, je pense que je vais rattraper pas mal de matchs de ce groupe. Florent, est-ce que le 4-2-3-1 lillois, basé sur pas mal de transitions, le fait de récupérer les balles en bloc médian, ça te semble viable? Est-ce que ça te semble une façon de jouer qui peut réussir en Europe à surperformer face à des adversaires qui sont peut-être mieux équipés niveau effectif? Il faudra avoir la même efficacité que depuis le début de la saison, notamment avec Osimhen devant, parce que tu risques d'avoir quand même moins de transitions à exploiter. Donc ça sera le premier point, notamment quand tu vas affronter une équipe comme Chelsea, où tu auras N'Golo Kanté en bloc médian aussi pour t'empêcher de contre-attaquer. Ça risque d'être un affrontement intéressant, ça. Après, c'est vrai que en fait, des trois adversaires de Lille, c'est difficile de dire contre lequel sera le plus dur ou contre lequel sera le plus simple, même si, comme le disait Raphaël, l'état actuel de Valence laisse penser que ça sera peut-être l'équipe un peu en dessous par rapport à l'Ajax et à Chelsea. C'est pour ça que le calendrier est pas top, parce que tu commences par l'Ajax puis par Chelsea. Ouais, tu les prends à la fin. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que sur le plan du jeu, chaque match, ça va être Galtier va devoir apporter des réponses différentes. Face à Chelsea, je l'ai dit, ça va être comment réussir. Bon, déjà à bien défendre, parce qu'a priori Chelsea aura la maîtrise du ballon, je pense, dans ce match. C'est comment réussir à bloquer les attaques de Chelsea et surtout réussir à ressortir en évitant Kanté qui va tout faire pour stopper les transitions. Face à Valence, ça sera vraiment l'opposition entre deux systèmes qui se ressemblent quand même pas mal sur le plan du jeu. Donc ça sera de savoir déjà qui prendra l'initiative d'abord, et ensuite qui réussira à prendre le dessus sur l'autre, notamment là encore sur les transitions, parce que Valence est une équipe particulièrement efficace dans ce domaine-là. Et puis face à l'Ajax, par contre, on risque d'avoir un Ajax qui aura la possession, et la Lille devra essayer de profiter, comme pas mal d'équipes d'ailleurs ont réussi à le faire depuis le début de la saison, des difficultés actuelles de l'Ajax sur les transitions défensives, où c'est un peu plus lent que la saison dernière. Donc non, Lille a, je pense, un coup à jouer. Après, tout dépendra évidemment de leur rapport à la Ligue des Champions et de leur capacité surtout à bien rentrer dans cette compétition-là, à réussir leur entame, même si, comme tu l'as dit, le calendrier n'est pas simple avec l'Ajax et Chelsea. Mais parce que je pense que c'est tout à fait le genre de truc où si après 3-4 journées, ils sont un peu, ils ont mal démarré, ils sont un peu lâchés, ils peuvent totalement, je pense, lâcher le truc et se reconcentrer sur le championnat. Ce qui serait dommage, mais c'est un scénario qu'on a déjà vu quand même pour des équipes de ce niveau-là et qui découvrent, entre guillemets, la Ligue des Champions. Raphaël, est-ce que tu es confiant sur le fait qu'un binôme... Alors, a priori, ça sera Benjamin André plus une inconnue, alors soit Soumaré, soit Renato Sanchez, a priori, dans le milieu à deux. Est-ce que tu penses que c'est en mesure de rivaliser avec l'Ajax, avec Valence, avec Chelsea dans le jeu, pour pouvoir justement récupérer les ballons qui vont alimenter la ligne offensive? Rivaliser dans le jeu, je pense pas. Après, récupérer des ballons sans doute. Sur l'inconnu à côté d'André, vu le match de Soumaré contre Angers, je pense quand même que Soumaré a une petite avance aujourd'hui sur Renato Sanchez. J'ai du mal à imaginer en tout cas Soumaré et Sanchez par exemple. Parce que oui, là, on est plus sur deux profils qui se projettent. Ouais, même si Soumaré, je pense, peut prendre encore plus de risques dans son jeu vers l'avant, il est quand même assez... Sur ce match-là contre Angers, en tout cas, je l'ai trouvé assez timide malgré ses énormes qualités techniques. Mais André, s'il est moins fort que les deux autres joueurs en termes d'inspiration et de capacité à créer des choses, il est quand même peut-être plus sûr et plus discipliné. Plus à même aussi de faire les courses pour revenir. Après, il n'y aura peut-être pas de course pour revenir parce qu'ils vont, j'imagine, beaucoup contre-attaquer et pas forcément être sur de l'attaque passée contre ces équipes-là. Après, c'est vrai que s'il y a un secteur du jeu où tu peux imaginer que ça va être très dur pour cette équipe-là, c'est au milieu de terrain, parce que quand tu vois les équipes en face, que ce soit à l'Ajax, où tu as toujours quand même un joueur comme Van de Beek qui va faire mal, que ce soit
à Chelsea où tu vas avoir du Kanté, du Jorginho, du Kovacic, tu peux avoir du Barkley, donc un joueur un peu en dessous, mais qui quand même fait le boulot, même du Loftus-Cheek quand il va revenir. Puis Valence, malgré toutes leurs difficultés, si tu arrives à avoir du Parejo, alors je sais pas où on est Kondogbia de ses blessures répétées, mais ça peut apporter aussi pas mal de qualité milieu de terrain, c'est peut-être là, mais ils ont une base beaucoup plus sûre que Valence par exemple, donc là-dessus, je pense qu'ils seront pas ridicules, mais c'est peut-être sur le niveau des latéraux qu'il y a plus de questions quand tu vois en tout cas au terme dans, par exemple le couloir gauche de Bradaric. Est-ce que là tu vas pas avoir une difficulté à gérer les ailiers adverses? Comment tu vas défendre ce couloir et peut-être l'animer différemment en Ligue des Champions, parce que depuis le début de la saison c'est vraiment un ailier. Donc peut-être plus là, mais franchement, je pense pas que Lille sera ridicule comme il l'était un peu avec Garcia il y a quelques saisons en Ligue des Champions par exemple. Peut-être parce que le jeu très ambitieux qu'il avait mis en place en Ligue 1, il n'avait pas les joueurs pour le faire en Ligue des Champions, ou alors il était pas capable de le faire contre des équipes meilleures. Je sais pas, mais je pense que leur style de jeu fait qu'ils pourront pas passer à côté de matchs. En tout cas, là, sur les 2 derniers matchs de Valence, la base était la même sur quasiment toute l'équipe. Et Kondogbia était sur le banc et c'était Coquelin par héros qui était dans le double pivot avec Guedes à gauche et Ferran Torres à droite. Donc voilà un petit peu l'animation qui est actuellement. Donc Kondogbia, je pense qu'il est plus ou moins apte, mais que dans l'esprit à la fois de Marcelino et de Celades après, il passait derrière Coquelin, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas non plus une superstar après dans le profil. Voilà, ça reste un peu la même idée d'un joueur un peu plus défensif et Parejo qui est un peu plus animateur. Mais je pense que sur bataille à 2, Coquelin face à André et Soumaré face à Parejo, a priori t'es peut-être un peu moins fort, mais il y a de quoi jouer et après ça se jouera sur le reste du terrain. Mais c'est pas le même écart a priori que contre Chelsea où là quand tu arrives face à N'Golo Kanté, etc. Tu peux vite être en désavantage. Dernière équipe, Lyon, Florent. Lyon, je cherche le groupe. Voilà, c'est le groupe G avec Benfica, Leipzig, le Zénith. Alors, un peu la même idée finalement. Ouais. C'est-à-dire que Chelsea était peut-être pour moi la 7e meilleure équipe du premier chapeau. Le Zénith, a priori sur le papier, c'était la plus faible du chapeau 1. Leipzig, équipe, je crois que c'était chapeau 3, l'une des meilleures équipes, peut-être la meilleure équipe du chapeau 3. Benfica qui est un peu incertain, on ne sait pas trop d'une saison sur l'autre ce que vaut cette équipe. Là aussi, tu peux faire 1 comme tu peux faire 4, peut-être un peu plus de chance que Lille quand même, parce que le Zénith, c'est pas Chelsea et que Lyon a peut-être encore un peu plus de certitude, en tout cas sur le niveau de ses individualités que Lille. Ouais, après, si tu prends match par match, je pense que face à Leipzig, ça risque d'être très compliqué vu ce qu'a montré Lyon sur les derniers matchs. Vu le début de saison de Leipzig, vu la profondeur de banc de Leipzig, vu le talent aussi qu'ils ont devant, parce qu'ils ont quand même pas mal d'individualité. Je pense que ça risque d'être un match très intéressant, ça c'est sûr, mais sans doute compliqué parce qu'en plus ce côté un petit peu attentiste de l'OL qui repart à chaque fois quand il s'agit de défendre depuis son bloc médian, mais qui peut être amené à reculer parfois, et le côté maintenant assez joueur de Leipzig qui est capable de repartir de derrière, de construire intelligemment, ça c'est l'effet Nagelsmann depuis Hoffenheim. On sait d'ailleurs ce que Nagelsmann a fait à l'OL la saison dernière avec Hoffenheim. Cette année, l'OL sera plus cadré, mais peut-être aussi beaucoup plus lisible et plus facile à décortiquer. Donc le match sera intéressant, c'est sûr. Après, Zénith et Benfica, quand tu vois le Zénith, tu te dis que au niveau de l'attaque, ils peuvent poser pas mal de problèmes à la défense de Lyon, surtout Andersen, qui a déjà du mal en Ligue 1 dans tout ce qui est duel aérien et qui là va se prendre sur la tête Diouba, qui reste quand même un joueur très unidimensionnel, mais qui fait quand même assez bien ce genre de choses, tout ce qui est duel aérien et gros travail sur la défense adverse. Alors ils auront la chance de ne pas avoir Malcolm lors du premier match, mais rien qu'un mec comme Dzuba, je pense que peut leur poser pas mal de problèmes. Après, c'est sûr que quand tu vois la défense aujourd'hui du Zénith, où les deux patrons sont Rakitski, et qui n'avance plus depuis quelques années maintenant, alors qu'il a que 30 ans, et Ivanovic, tu te dis que avec Depay et surtout avec un mec comme Moussa Dembélé devant, il y aura des opportunités pour marquer. Ensuite, le Benfica, c'est l'équipe peut-être que personnellement je connais le moins. Ça fait quelques temps quand même que le Benfica a plus vraiment fait de grosses perfs en Ligue des Champions. En tout cas l'année dernière, je crois qu'ils sortent dès le premier tour et ils finissent 4e.
à vérifier. Et avec mais très peu de points de il me mémoire. semble, ouais. Je crois que ça s'était assez mal passé pour eux. Je crois qu'ils étaient dans le groupe de l'Ajax et du Bayern. Bah écoute, là je dans mon l'ai sous souvenir. les yeux. Ah non, et c'est Bayern 14, Ajax 12, Benfica 7 et AEK 0. Ah, Donc c'est d'accord. peut-être l'année précédente où il s'était totalement raté. Je vais chercher ça pendant que tu parles. Mais là, oui, donc ils ont été reversés en Ligue Europa, mais ça me paraît être l'équipe peut-être un peu en retrait. Je pense que voilà, t'as Leipzig qui est vraiment au-dessus en termes de certitude, en termes de jeu, par rapport aux deux autres adversaires de l'OL. Et après Zénith Benfica, j'arrive pas trop à les jauger parce que je les connais pas trop. Mais J'ai la stat si tu veux. Vas-y. Sur la saison précédente, c'est celle-là que je pense c'est celle-là qu'on avait tous les deux en mémoire, c'était Manchester, Bâle, CSKA. Et ça fait 15, 12, 9, et donc forcément, mais mathématiquement, 0 point pour Benfica, Ouais. qui avait marqué un but et qui en avait pris 14 dans un groupe avec quand même Bâle et le CSKA. Ouais, c'était à oublier. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Mais non, mais après, ils ont sans doute de quoi faire mieux cette saison, d'autant plus que voilà, ils vont affronter quand même le Zénith et l'OL qui n'ont pas forcément montré beaucoup de choses sur la durée dernièrement. Après, non, mais c'est un petit peu, comme tu le disais, le même groupe assez équilibré, même si je mets Leipzig une tête au-dessus des autres. Il s'agira pour l'OL un peu comme Lille, de pas manquer l'entame, parce que si tu commences à perdre des points en Ligue des Champions et que à côté en championnat, tu es obligé de cravacher parce que tu as déjà égaré des points au mois d'août pour viser le podium et t'accrocher au premier wagon. Ça peut vite devenir on va pas dire un plan B, la Ligue des Champions, mais voilà, ça peut vite passer. Tu peux vite passer à autre chose, quoi, si tu rates ton entrée. Donc il s'agira de prendre des points face au Zénith, qui semble peut-être, en tout cas sur le plan de la défense, l'équipe la plus simple à mettre en difficulté vu les qualités de l'OL devant. Raphaël, l'OL de Genesio a quand même plutôt bien performé en Europe la saison dernière, en tout cas au point de vue parcours, parce qu'en phase de poule, il y avait eu à la fois des matchs assez hauts, des matchs assez bas, des résultats qui mentaient un peu, soit dans un sens, soit dans l'autre, par rapport à ce qui s'était passé sur le terrain pendant 90 minutes. Est-ce que tu penses que le jeu de Silvinho, qui est quand même assez différent de celui de Bruno Genesio, qui se repose un peu plus sur une structure que sur les individualités, c'est plutôt favorable pour performer, ou au contraire, cette structure peut un peu brider les individualités et du coup moins permettre à ces joueurs qui sont parfois irréguliers en championnat de surperformer en Coupe d'Europe? Comment est-ce que tu vois tout ça? Ouais, je partirais de l'idée que ça peut aider si la structure adoptée par Silvinho mettait en valeur et en avant les individualités qu'il avait sous la main, mais c'est pas le cas depuis le début de la saison. Le style de jeu qu'il prône met en avant, enfin surexpose des joueurs moyens comme ces latéraux qui sont pas capables de prendre la responsabilité de la construction du jeu et de le faire avancer. Il cache les meilleurs éléments de son équipe qui sont les relayeurs, Howard, Jeffrey Adelaide, un joueur comme Thiago Mendes qui peut jouer là, peut-être un Jean Lucas dont on a encore vu trop peu de choses. Et c'est ceux-là qui touchent moins de ballons et il en demande énormément à nouveau à des centraux. Alors quand ils savent relancer c'est bien, quand c'est Marcelo ou quand c'est un Andersen dans la forme actuelle c'est un peu moins intéressant. Donc ça dépend de la structure. Si la structure change et qu'il trouve un moyen de toucher ses meilleurs éléments dans des conditions plus favorables, oui, ce sera une façon d'obtenir de meilleurs résultats. S'il garde la même structure qui déjà fonctionne pas en championnat, qui en plus défensivement s'est révélé friable là lors du dernier match, je vois pas pourquoi ça ferait beaucoup mieux que Genesio là-dessus. Florent, dernière question sur les clubs français. Comment est-ce que tu visualises? Alors bien sûr, on va pas s'inventer des compétences sur la façon de jouer du Zénith et de Benfica, donc je pense qu'on découvrira un peu et c'est ensuite après les premiers affrontements qu'on prédira le rapport de force par rapport au retour. Mais là, Lyon, tu vois Silvinho aborder comment ces rencontres-là, plutôt avoir la possession, ou au contraire dans une posture un petit peu plus réactive pour jouer les transitions? Ça va surtout dépendre de comment ça se passe en face. Après, vu le Zénith et vu un mec comme Rakitski derrière qui est quand même plus son équipe aura la balle, mieux ce sera. Je serais pas surpris que l'OL laisse un petit peu le ballon sur le premier match face au Zénith, histoire de sans doute ensuite les aspirer et les prendre en transition, parce que jouer dans le dos de Rakitski, d'Ivanovic, c'est pas forcément la chose la plus compliquée du monde. Donc j'imagine plus ça dans ce sens-là. Après,
tout peut bouger. Évidemment, le premier but va déterminer le reste. Mais je vois plus un OL assez réactif. Et en plus, ça évitera à l'OL de devoir construire et placer ses attaques. Ce qui lui pose problème depuis le début de la saison. Alors, on a identifié 3 matchs à suivre. En tout cas, vous avez identifié 3 matchs à suivre. Le premier, pour faire une transition assez naturelle, c'est Lyon-Leipzig. Leipzig-Lyon aussi, du coup, je pense que la double confrontation sera intéressante. Raphaël, comment est-ce que tu visualises ce match? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Alors déjà, parce que c'est une redite de ce qui s'était passé la saison dernière où Lyon avait affronté Hoffenheim avec Nagelsmann à l'époque qui dirigeait cette équipe et que ça avait donné 2 super matchs. Un plutôt à l'avantage de l'OL et un autre plutôt à l'avantage de Hoffenheim. Et franchement, ce qu'avait fait Nagelsmann, c'était sa dernière saison, donc c'était l'aboutissement de tout ce qu'il avait entrepris là-bas. C'était vraiment top. Et là, avec un meilleur effectif à sa disposition, je suis très curieux de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions et comment Silvinho justement va réagir. On sait que Nagelsmann va être très fort sur ces doubles confrontations-là parce que il sait quel espace il veut attaquer, il sait comment les attaquer, il sait avec qui les attaquer. Et je pense qu'il aura vu comment l'OL joue et comment il va répondre à leur style si particulier en attendant que ça fonctionne. Donc franchement, c'est aussi pour mesurer les deux équipes, parce que toi tu as vu Leipzig contre le Bayern ce week-end, où c'était un match où ils ont été assez inégaux sur 90 minutes. Moi, c'est à la fois l'envie de voir Nagelsmann, l'envie de voir comment Lyon a progressé ou pas par rapport à la saison dernière. Parce que finalement, tu revois un effectif que tu avais déjà vu face à un coach que tu avais déjà vu l'an dernier contre cette équipe-là. Donc ça va être aussi le moyen d'évaluer la progression des deux. Inégal positif, si on parle du match de ce week-end. Alors, je crois avoir vu tous les matchs de Leipzig cette saison. C'est vraiment la première fois. Bon, c'est le premier gros affrontement parce que avant la trêve, ils avaient affronté Gladbach, mais Gladbach qui est encore en train d'assimiler les principes de Marco Rose et qui, quand même, individuellement, est bien moins équipé que le Bayern. Et quand je dis inégal ce match, mais positif, c'est dans la mesure où la première période est catastrophique. Le Bayern met un pressing de tous les instants. Leipzig, avec sa défense à 3, n'arrive absolument pas à ressortir. À la fois dans l'intensité, c'est très compliqué, même sur la structure. Les joueurs du Bayern étaient toujours positionnés de manière à ce que tu puisses jamais trouver, notamment Forsberg, pour essayer de relancer. Donc du coup, tous les circuits étaient cassés très vite. Et je pense que la possession à la mi-temps, ça doit être 75-25. Alors il y a un partout parce que Forsberg met un penalty à la dernière seconde sur quasiment la seule fois où Leipzig va dans le camp adverse. Mais ensuite Nagelsmann corrige, change le système, passant de 4-2-2-2 à la mi-temps en faisant entrer Demme pour Klostermann avec Mukiele qui passe à droite. Et là, Leipzig domine presque la seconde période. En tout cas, c'est extrêmement équilibré à la fois sur le plan de la possession et des occasions. Donc du coup, ça part dans tous les sens. C'est amusant que les 2 buts soient en première période et qu'il n'y en ait aucun en deuxième, parce que c'est en deuxième où il y a eu le plus d'occasions. Il y a énormément d'arrêts des deux côtés, des face-à-face ratés, etc. Mais positif parce que c'est un problème. Alors la composition de départ n'est pas bonne, mais que Nagelsmann identifie, résout à la mi-temps, et au final Leipzig est totalement transformé. Donc Leipzig laisse plus une impression positive on a identifié le truc, on est capable de changer de système et de corriger les problèmes. Et moi je ressors plus de ce match-là comme ça que convaincu par le Bayern qui lui avait une solution, et quand Leipzig a changé, le Bayern n'a pas forcément su changer son fusil d'épaule. Donc c'est vrai que ça me donne envie de croire. À la fois je vois que Leipzig est effectivement friable, en tout cas c'est pas le favori de la Ligue des Champions, ça on le savait, mais que sur une confrontation directe avec l'OL, Nagelsmann montre plus de choses pour moi que Silvinho depuis le début de saison, ne serait-ce que sur ce match-là, au niveau de l'adaptation tactique en cours de match, chose sur laquelle Silvinho a quand même des difficultés depuis le début de saison. On voit que si ça fonctionne pas, les rentrants ne vont pas forcément changer le rapport de force du match. Florent, toi tu avais une autre rencontre, c'était City-Atalanta. Oui, alors ça sera plus rapide. C'est surtout pour la confrontation entre... alors certes, il y a un énorme écart entre les deux, mais l'Atalanta la saison dernière était une des équipes au jeu de position le plus intéressant en Serie A. On en avait assez parlé tout au long de la saison, en insistant bien sur la fin, puisque ils ont été récompensés par leur très bonne saison sur le plan du jeu. Et puis en face, City, on va pas les présenter. C'est juste pour l'affrontement entre Guardiola et Gasperini, en souvenir de l'affrontement entre Guardiola et Sarri lorsque City avait rencontré Naples, déjà lors d'une phase de poule, je crois, de Ligue des Champions. C'était il y a 2 saisons, il me semble, et où Guardiola avait été très élogieux envers Sarri, envers
tout le travail qu'il avait accompli à Naples, et je ne serais pas surpris que les choses se passent de la même manière cette fois, c'est-à-dire que Guardiola soit très élogieux envers Gasperini, et pour finalement, en disant c'est un des meilleurs de la planète, et peut-être meilleur que moi, machin, pour finalement ensuite gagner assez facilement, parce que l'écart entre les deux équipes sur le plan des individualités sera un peu trop évident, et en plus l'Atalanta sur le début de saison n'est pas forcément très convaincant, ils ont surtout du mal à défendre, donc face à City ce sera compliqué, donc ça risque d'être déséquilibré, mais je pense qu'on risque de voir un beau match malgré tout entre ces deux formations. Raphaël, la dernière rencontre dont tu veux nous parler, c'est Barça-Inter. Oui, là aussi, un match entre deux équipes qui pratiquent deux jeux de position différents, alors peut-être de moins en moins prononcés chez le Barça, mais de plus en plus à l'Inter depuis l'arrivée de Conte. Donc toi, tu regardes souvent les matchs de Leipzig depuis le début de la saison, je regarde souvent ceux de l'Inter. J'ai regardé une bonne partie du match contre Udinese, là, qui était un peu décevant d'ailleurs. Mais pourquoi ce match? Parce que ça me refait penser ou ça me fait repenser plutôt au match Italie-Espagne de l'Euro 2016, où Conte avait complètement détruit la défense espagnole à travers le duo Pelé et c'est Eder à l'époque, si je ne m'abuse, qui jouait devant avec lui. Donc là, comment il va essayer de refaire la même chose avec un duo Lukaku-Lautaro, Lukaku-Politano, peut-être Lukaku-Sanchez, un de ces trois-là qui accompagnera le Belge. Guardiola avait dit que Conte était un des autres pratiquants du jeu de position qui l'impressionnait, parce que Florent parlait des compliments qu'il aimait donner, mais que c'était un tout autre jeu de position. Alors c'est vrai que c'est complètement différent. Il n'y a pas la même utilisation de la largeur, il n'y a pas non plus la même utilisation de la profondeur, puisque Conte préfère jouer avec deux hommes capables de l'attaquer, plus beaucoup de courses de la part des relayeurs et des courses assez verticales vers l'intérieur du terrain et non pas les courses dans les demi-espaces que font les relayeurs de Guardiola par exemple. Donc c'est des idées différentes, mais contre un Barça qui s'appuie quand même encore sur certains principes de Cruyff, je suis curieux de voir comment l'Inter va s'en sortir, et ça permettra aussi de juger le niveau de cet Inter dans cette compétition face au gros, puisqu'on en parlera lors de notre Power Ranking. C'est une équipe qui peut nous étonner, qui en tout cas sur le début de saison est une des équipes les plus convaincantes en Europe sur ses idées de jeu. Elle sait ce qu'elle veut faire, et elle a déjà appris la plupart des choses basiques et essentielles de l'idée de Conte. Alors après, il reste à modifier toutes les variations, les appuyer, les approfondir, intégrer toutes les recrues, même s'il y en a qui sont déjà bien dans le moule comme Sensi. Donc voilà, c'est pour savoir ce que vaut l'Inter vraiment et ce que vaut aussi le Barça, parce que c'est une équipe qui pour l'instant n'a pas affronté de grosses équipes. Valence aurait pu en être une, c'est pas le cas. Je sais pas quand est prévu ce match, mais bon, après dans cette poule il y aura beaucoup de matchs intéressants, parce que la troisième grosse équipe est Dortmund, donc j'aurais pu très bien choisir Dortmund-Inter ou Dortmund-Barça, mais c'est des matchs qu'on avait peut-être, en tout cas Dortmund-Barça un peu plus vu, mais le Dortmund-Inter aussi vaudra pas mal de choses enfin ça vaudra le coup de le regarder ce match-là. Bah là, c'est Barcelone-Inter sera en deuxième match la première journée, c'est Dortmund-Barcelone. Très bien. Et donc l'Inter qui affronte le Slavia. Ouais, tu l'auras assez vite finalement. Donc ouais, on passe au Power Ranking. Alors, vous expliquer un petit peu les coulisses. Au début, on s'était dit qu'on allait classer les équipes de 1 à 8 en donnant des points, etc., pour voir quels étaient nos favoris de la compétition. Et on s'est rendu compte qu'on galérait tous passer... alors, 3 équipes, moi, c'était passer 2 équipes. Donc on s'est dit que plutôt que de faire de 1 à 8, mais où il y aurait quasiment aucun écart entre 4 et 8, on ne saurait pas vraiment classer, et un énorme écart entre 1 et 4 par exemple, on allait faire des petits chapeaux, des petits groupes. Alors on en a classé 3, il y a les échappés, les évidents, le Barça, Liverpool et Manchester City. Ensuite on a les inconnus, PSG, Juventus, Atlético, Bayern, Real, Tottenham. Et enfin les surprises potentielles, Inter, Dortmund, Leipzig, Naples et Chelsea. Alors on va découper ça, je vais vous lancer de manière générale et vous me dites qu'est-ce qui vous intéresse dans chacun des paquets. D'abord les évidents, Florent, Barcelone, Liverpool, Manchester City. Ouais. Est-ce que déjà tu mets les 3 sur un pied d'égalité, ou est-ce que tu vois une de ces équipes un peu supérieure aux autres? Et qu'est-ce que ces formations ont que les autres n'ont pas, comme par exemple le PSG ou la Juve? Elles ont plus de certitude aujourd'hui, Liverpool et City, même si City a perdu des points ce week-end, sont vraiment 2 équipes qui surfent sur ce qui s'est passé la saison dernière et qui risquent d'avoir à nouveau une bonne longueur d'avance par rapport au reste du championnat en Première Ligue. Et on a vu la saison dernière que
même en se bagarrant tous les deux pour le titre, ça ne les a pas empêchés d'être performants en Ligue des Champions. Même si pour City ça s'est arrêté dès le quart de finale face à Tottenham. Donc voilà, sur ce point-là, il n'y a pas de raison aujourd'hui que ces deux équipes ne soient pas au rendez-vous, au moins des quarts de finale cette saison, voire de la demi. Tout dépendra ensuite du tirage, sauf évidemment blessure, genre si Liverpool perd Firmino ou si Raphaël, si Liverpool perd Firmino. Non, mais arrête de me envoyer le taquet comme ça. Déjà, celui sur la Grèce, la dernière fois, était violent. Ouais. Mais oui, c'est vrai que s'ils le perdent, ça change complètement la saison. Après, pour City, ça a déjà commencé, puisque malheureusement pour eux, ils ont perdu Laporte, mais qui sera peut-être de retour au printemps prochain pour jouer les matchs couperés. Et après, le Barça, simplement parce que l'effectif, quoi. Ils se sont renforcés en récupérant Griezmann, ils se sont renforcés en récupérant De Jong au milieu de terrain, qui peut, j'en parlais la semaine dernière, à terme devenir ce joueur qui, plus bas sur le terrain, va permettre au Barça de se sortir des gros pressings adverses en s'appuyant sur lui pour un petit peu sortir de la structure habituelle qui sera bien lue par l'adversaire. Lui peut être l'individualité qui permet de remonter les ballons, qui évitera à Messi justement de devoir redescendre jusque dans ses 40 mètres pour pouvoir sortir du pressing et remonter le ballon. Donc ça sera à suivre tout au long de la saison. Mais le fait que Rix Ansu Fati aussi, Florent. Donc il faudra qu'on en parle peut-être bientôt dans Vue du banc, parce que son match contre Valence, on l'a vu avec Christophe, c'était assez dingue. Oui, c'est plutôt pas mal, oui. Mais oui, voilà, en plus ils ont des jeunes qui sortent un peu partout. Donc oui, ce Barça-là paraît quand même largement armé, en tout cas sur le plan de la profondeur d'effectifs, du nombre de solutions et du talent tout simplement, puisqu'ils ont quand même rajouté 2 gros talents, comme je disais, avec De Jong et Griezmann. Ça fait figure aujourd'hui de favori, même si pour le vécu et ce qu'ils montrent depuis la saison dernière, et surtout la difficulté qu'ont les adversaires de Klopp à le battre sur un match aller-retour, parce que je pense pas qu'ils aient été très nombreux jusque-là, je sais plus depuis combien de temps ça dure, son invincibilité à ce niveau-là, mais ça fait beaucoup, je crois. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je mets Liverpool un cran au-dessus, mais le Barça est un deuxième et un potentiel numéro 1 lorsqu'on arrivera au printemps. Et pour vite fait compléter ce que tu disais sur De Jong, ce qui était amusant là, sur le match de Valence, c'est que parfois il permutait, en tout cas il se retrouvait limite attaquant, et il y a des moments où il permutait avec Piqué, Piqué se retrouvait en pointe et lui se retrouvait en défense centrale. Donc il y avait un peu plus de flexibilité, j'ai trouvé, dans le système, même si ça restait quand même plus rigide que certaines autres formations. J'ai l'impression que la polyvalence de De Jong, qui a déjà joué défenseur central, alors pas forcément milieu offensif, mais qui est capable, face à des équipes comme Valence, qui n'avaient absolument pas de bloc sur ce match-là, de jouer plus haut et d'être dangereux. D'ailleurs, il marque et il fait une passe décisive. Ça peut effectivement, si Valverde sait comment gérer ça, parce que c'est toujours pareil, si tu sors d'une structure très établie, il faut que la fluidité qui en découle n'amène pas à n'importe quoi au niveau de la cohérence d'effectifs, et que ça reste en bloc, etc., que tu sois même de presser à la perte. Mais c'est vrai que ça peut créer des choses assez intéressantes. En plus, donc, comme le disait Raphaël, du jeune Fati, qui à 16 ans montre déjà une compréhension du jeu, à la fois quand dribbler, quand passer, etc., mais en plus l'action en sortie de dribble, qui est ce qui manque le plus à ce type de joueur délié. Une fois qu'on a éliminé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la lucidité? Alors, je ne sais pas si c'est son vrai niveau, si ça va durer, mais en tout cas, ce qu'il montre actuellement, c'est déjà beaucoup moins frustrant que Dembélé, par exemple. Je ne sais pas s'il sait faire autant de choses c'est Dembélé a des limites, mais en tout cas, sur la compréhension du jeu, il est déjà beaucoup moins frustrant que le Français, en plus de, pour l'instant, pas être blessé. Raphaël, sur les évidents, donc je rappelle Barcelone, Liverpool, City. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que dit Florent? Moi, j'avoue que là, comme ça, je voyais Liverpool et Barcelone supérieurs à City. Bon, en plus, il y a le biais un petit peu récent des résultats difficiles de City en championnat, du fait que on sait qu'en défense, c'est toujours un peu light, et là, avec la blessure de Laporte, même s'il pourrait revenir dans les moments chauds, c'est Otamendi, c'est compliqué. Je voyais vraiment Barcelone, Liverpool au-dessus, et Liverpool vraiment un cran au-dessus de tout le monde. Est-ce que toi, en toute objectivité, en toute neutralité de supporter sympathisant de Liverpool, tu es d'accord avec moi, ou tu vois les choses quand même beaucoup plus resserrées? Moi, je vois Barcelone plus au-dessus de Liverpool que... Enfin, toi, tu penses que tu vois Liverpool au-dessus, moi je vois Barcelone au-dessus. Peut-être par prudence ou pessimisme par rapport à Liverpool, pour ne pas être surpris désagréablement. Mais en fait, j'ai du mal à voir d'où peut venir la progression de Liverpool cette saison. Alors, il y a peut-être un Mohamed Salah qui peut revenir
à son meilleur niveau, ou alors un Naby Keita qui intègre l'équipe et qui change quelque chose. Mais ça me paraît difficile de faire mieux que la saison dernière, sachant que j'avais déjà trouvé qu'en fait, dans le niveau de jeu et dans les pics de performance, c'était la saison où ça fait finale contre la Real et ça perd. J'avais trouvé que cette équipe-là était supérieure à celle qui remporte la Ligue des Champions la saison dernière. Donc là-dessus à voir. Après, il peut y avoir des progressions de certains joueurs. Hein. Trent Alexander-Arnold, Robertson sont encore jeunes, donc à voir ce que ça peut donner. Mais le Barça me paraît tellement fort sur l'effectif. Il y a même un Firpo qui est venu pour doubler Alba sur le poste de latéral gauche qui peut aider. J'ai du mal à les voir vraiment rater le coche cette saison. Voilà. Donc après Liverpool, je comprends que tu les mettes au-dessus de tous les autres parce que finalement on en parlera juste après, mais les autres équipes se sont pas spécialement renforcées. C'est difficile de dégager une 4e ou une 5e équipe vraiment au-dessus. Mais le Barça me paraît vraiment être le candidat cette saison pour le titre. Alors, donc les inconnus. Florent, je rappelle PSG, Juve, Atlético, Bayern, Real, Tottenham. Quelle est pour toi la plus grande de ces inconnus et qu'est-ce qui fait que toutes ces équipes ne peuvent pas prétendre être des évidences a priori au moment de mettre les favoris? La plus grande inconnue, c'est une question compliquée. Je pense que l'Atlético, c'est peut-être la moins inconnue à ce niveau-là, parce qu'on sait ce qu'ils ont fait les saisons précédentes et on sait ce qu'ils vont faire vu leurs 4 premiers matchs de championnat. Donc ils risquent d'être toujours aussi ennuyeux à jouer. Le Juventus Atlético de la phase de poule risque d'être assez compliqué. D'ailleurs, c'est mercredi soir, je crois. Après, le problème de la Juve, c'est que t'as l'impression qu'en fait, sur chaque ligne, il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire. Là, on a vu que De Ligt a encore eu quelques difficultés face à la Fiorentina. Une Fiorentina qui a largement dominé le match ce week-end et qui aurait pu gagner. Il lui a manqué que la finition. Paris, c'est plus sur la manière de réintégrer Neymar et la manière de réanimer l'attaque dont on parlait tout à l'heure. Le Real, c'est ce milieu de terrain qui n'a pas bougé, cette faiblesse déjà visible l'année dernière qui reste la même et une défense qui prend beaucoup de buts depuis le début de la saison. Et le Bayern, au final, c'est l'équipe que j'ai le moins vue moi cette saison, mais j'ai l'impression que t'as perdu Ribéry et Robben, mais tu ne les as pas remplacés. Alors il va y avoir Coutinho à intégrer. Il y a pas mal de jeunes joueurs, Gnabry, Coman, qui peuvent apporter de la percussion. Mais est-ce que ça peut apporter de la percussion en quart ou en demi-Ligue des Champions? Ça reste une question qui se pose, quoi. Pour moi, c'est ça la question pour le Bayern, c'est qui sont tes top joueurs pour te faire gagner cette compète? À part Lewandowski. À part Lewandowski, ouais. Mais qui, les saisons précédentes, avait eu beaucoup de mal justement à exister dans les gros matchs de cette compète. Est-ce que Coutinho, cette saison, va être un top joueur niveau Ligue des Champions? Il l'a jamais été. Parce que Liverpool va en finale et la gagne après qu'il soit parti. Est-ce que derrière, Soule, Hernandez, Pavard vont être des top joueurs? Alors il y a peut-être un Kimmich, mais ça dépend à quel poste il joue aussi. Est-ce que Kimmich au milieu c'est un top joueur de niveau Ligue des Champions? Je sais pas. De niveau Ligue des Champions, oui. De niveau, est-ce que tu gagnes la Ligue des Champions? Après, t'as pas besoin d'avoir des top joueurs à tous les postes, mais il en faut quand même 3-4. À Liverpool, on avait quand même 3-4 la saison dernière, et notamment Van Dijk qui te permettait de changer pas mal de choses quand même défensivement, et même dans la manière que tu avais d'attaquer. Le Bayern, ils sont quand même dans une phase où ils recherchent leur futur joueur décisif, et l'écart de génération entre Lewandowski et les ailiers est pas forcément rassurant. Raphaël, justement, tant que tu es lancé sur les autres équipes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sautent aux yeux? Il me reste Tottenham, je crois, parce que je crois que Flo a quasiment... Oui, t'as rien à rajouter sur ce qu'il a dit Non, sur ce qu'il a dit. Il avait tout dit. Sur Tottenham, c'est une inconnue parce que on pouvait pas la mettre dans les surprises parce que c'était finaliste de Ligue des Champions la saison dernière. Après, en théorie, sur la qualité de l'effectif, c'est quand même un peu en dessous de ces équipes-là. Il peut y avoir des progressions qui viennent du milieu de terrain, notamment avec Ndombele et Lo Celso. Mais tu as quand même beaucoup de questions, notamment sur le niveau de Harry Kane, qui a des stats avancées depuis quelques mois assez inquiétantes. Depuis ses blessures répétées, finalement, il n'arrive pas à reproduire le même volume de tir et la même qualité de tir depuis qu'il a connu quelques blessures la saison dernière. Sur les postes de défenseurs, est-ce que tu vas avoir les mêmes saisons de la part des Alderweireld, des Vertonghen, des Danny Rose, sachant que la latérale droite t'as plus grand monde? Est-ce que tu vas avoir la même saison de la part de Sissoko? Donc Eriksen, lui, voulait partir, il n'a pas trouvé de porte de sortie, personne n'avait l'air vraiment d'avoir très envie de le recruter au prix et au salaire que lui aurait réclamé. Donc c'est plus une question de dynamique sur cette équipe qui en fait une inconnue, parce que la qualité des joueurs
a pas tellement changé, mais c'est leur pic et leur dynamique qui pose question, je trouve. Et celle de Pochettino aussi, à voir si lui, il va pas être démarché à un moment de la saison par un club qui voudra le récupérer. C'est plus là-dessus que je les mets dans les inconnus. Tu connais leur plafond, ou plutôt leur sol. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir le même plafond de performance que la saison dernière? Là, il y a quand même beaucoup de doutes. Sur le Real, parce que je pense qu'on va être amené à reparler du Real pas mal cette saison, soit en bien, soit en mal, mais c'est quand même une équipe qui a trusté les victoires en Ligue des Champions. Est-ce que l'effet Zidane qui revient peut, tu penses, transcender cette équipe-là qui pour l'instant a du mal? Ah bah, il lui faudra quand même des milieux de terrain qui vont être au niveau en termes de volume de jeu et même offensivement de retrouver le niveau qu'ils avaient auparavant. Donc il peut transcender des joueurs. Est-ce qu'il peut transcender des joueurs au point de les faire revenir 2 ou 3 ans en arrière? Ça, j'en suis moins sûr. Mais c'est un peu le Bayern, quoi. C'est-à-dire que t'as des gloires vieillissantes. Alors le Bayern les a peut-être plus dégagés que le Real, parce ils étaient plus avancés en termes d'âge. Mais t'as pas forcément remplacé là où t'avais le plus de besoin. Donc le Real, j'ai la même question que pour le Bayern. Qui va te faire gagner en quart de finale ou en demi-finale? Alors certes, on a parlé de la force des collectifs la saison passée en Ligue des Champions, mais il fallait quand même des grosses performances de Mané, des grosses performances de Van Dijk, des grosses performances de Lucas Moura. Alors ça peut être des factories comme ça. Peut-être qu'en cours de saison, un Jovic ou un Bale va être quelqu'un qui va faire énormément de différence. Mais sur le milieu de terrain et par rapport au milieu de terrain qu'on a vu aller loin en Ligue des Champions ces dernières saisons, là pour le coup, il va falloir une transe quand même ultime pour réveiller Kroos, Casemiro, Modric par exemple. Sur tout ce que vous avez ajouté, enfin tout ce que vous avez analysé, j'ai juste ajouté un mini truc sur la Juve, qui est que je me demande à quel point c'est viable de repartir du cours du gardien quand t'as Szczęsny dans les buts. On a vu là face à la Fiorentina que c'était assez compliqué. Alors il y a une fois où il se fait contrer un dégagement par Chiesa, un dégagement vraiment, enfin il est dans son but quoi, Chiesa contre. La balle heureusement prend un angle très très élevé, donc elle passe juste au-dessus, mais n'empêche de te faire contrer sur un dégagement à 2 mètres du but. C'est quand même un truc assez compliqué. Derrière il fait des passes en touche, sans forcément être sous pression. Enfin c'était assez difficile. Alors on sait que c'est un peu moins que Barcelone. Les équipes de Sarri n'ont pas forcément besoin d'avoir un gardien extrêmement bon sous pression. Il peut assez vite déférer cette tâche aux défenseurs. Mais là, étant donné que De Ligt notamment n'est pas en énorme confiance et que Bonucci me semble quand même plus à l'aise sur les passes longues que sur les passes courtes, est-ce que tu auras suffisamment de relais pour repartir court des défenseurs sans avoir besoin de compter sur ton gardien? Je sais pas, mais en tout cas là, ce que j'ai vu de la Fiorentina, ça me semblait. Alors c'est les débuts de Sarri, on va vraiment attendre, mais ça confirmait un peu les craintes que cette équipe qui a réussi avec un jeu, allez, un peu caricatural en disant un peu minimaliste, mais en tout cas assez pragmatique défensivement, où ça prenait pas trop de risques et ça faisait des différences de l'autre côté du terrain. De transformer cette formation-là en équipe joueuse, ça risque d'être assez chaotique. Et là, la Fiorentina, simplement en pressant, en allant chercher très haut, en mettant beaucoup d'intensité sur le passeur, ça suffisait à provoquer des erreurs. Et je suis pas sûr que sur la première année de Sarri, ça puisse pas être pénalisant en Ligue des Champions parce que tu vas arriver face à Liverpool, face à City, même, enfin là, face à une équipe comme Salzbourg par exemple, serait capable de te mettre en difficulté si tu les affrontais en mettant un gros pressing en place. Donc c'est vrai que là-dessus c'est un peu une inconnue et c'est voir ce match-là, au-delà du fait que la Juve n'ait quasiment rien créé du match, c'était assez en décalage par rapport à ce qu'on a vu les saisons précédentes. Sur les surprises, vas-y, oui. Non, mais sur la Juve, si Ronaldo se blesse, qui va marquer les buts? Oui. Bon, après C'est ils ont des assez joueurs simple. offensifs, mais ils n'ont pas le gars à 30 buts hors Ronaldo, quoi. Bah, ouais, Enfin, ils ont Higuain, mais Higuain 2019, donc. Higuain 2019, Dybala il sort d'une saison à 5 buts. Douglas Costa, c'est le gars qui fait le plus de différence au monde, peut-être, mais sans marquer de but. Donc là aussi, il y a. Puis là, il va avoir 34 ans, Ronaldo, je crois. Ou il a eu 34 ans. C'est un 86, donc ouais, il va même avoir 35 en 34 en 2020. Ouais, il va avoir 34. Donc mais dans l'ensemble, si on fait le bilan, on avait dit l'an dernier que les À grosses. 85, février 85, Ah, donc il a 85. 34. Voilà, donc on avait dit l'an dernier que les grosses écuries étaient pas ultra nombreuses à être vraiment en forme, parce que de toute façon le Real était moins bon que la saison précédente, le Bayern également, le Barça titubait un peu sur certains aspects du jeu. Là cette saison, le Real et le Bayern n'ont pas fait des sauts, des bons en qualité incroyables,
Et quand tu regardes les autres, la Juve, l'Atlético, il n'y a pas non plus une progression énorme. Donc c'est vrai que le statu quo est quand même la chose la plus probable par rapport à la saison dernière. Dernier petit groupe, les surprises éventuelles, Inter, Dortmund, Leipzig, Naples, Chelsea. On a déjà parlé pas mal de certaines équipes. Florent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'une ou l'autre? Peut-être Dortmund, je sais pas. Non, pas vraiment. Naples. J'ai quelques doutes sur Naples. En fait, j'attends notamment le match face à Salzbourg, la double confrontation. Vu les résultats de Salzbourg, qui a certes perdu son coach et quelques joueurs ces derniers temps, mais Salzbourg qui a démarré le championnat autrichien en mettant pas mal de volets et en ayant une différence de but de plus 28 après 7 journées, avec 2-3 jeunes sympas, notamment un Norvégien, Haaland devant, qui a mis Dont 11 je buts, je parlerai crois, tout à l'heure. en 7 journées. Donc voilà, Naples, j'ai quelques doutes quand même sur leur capacité à inquiéter Liverpool comme ils les ont inquiétés la saison dernière, comme ils avaient fait poser des problèmes aussi au PSG. Donc j'attends notamment de voir le match face à Salzbourg, parce qu'en Ligue Europa, ça avait été assez disputé au final, leur rencontre au printemps dernier. Du coup, Raphaël, je reviens vers toi. Donc toi, tu as poussé pour Naples. Je ne sais pas ce que tu attends de Naples et pourquoi est-ce que tu imagines que cette équipe puisse être surprenante. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Dortmund, qu'on n'a pas du tout évoqué pendant ce podcast? Sur Naples, parce que je vois pas pourquoi ils seraient moins bons que la saison dernière, en tout cas en Ligue des Champions. Ils étaient tout près de sortir le PSG puis Liverpool en Ligue des Champions la saison dernière. Finalement, ils passent pas pour un petit point. Mais quand tu vois ils passent de Albiol à Manolas derrière, c'est comme un vrai saut de qualité. Que devant, ils ont recruté Lozano. Que Fabian Ruiz, qui avait fait déjà une bonne saison la saison dernière, continue de progresser et a bien commencé la saison. Je les vois plutôt en progression. Ils ont réussi à garder Alan malgré les sirènes du PSG l'hiver dernier, puis cet été, un moment où ça en reparlait un peu. Donc ils avaient été bons en Ligue des Champions la saison dernière. Je vois pourquoi ils seraient moins bons cette année. En plus, là, ils ont plus de chances quand même de sortir de la poule. Ancelotti quand même reste un bon entraîneur de coupe, donc je les vois bien quand même aller embêter quelqu'un en huitième et pourquoi pas en quart. C'est aussi pour ça que je les mets dans les surprises potentielles. Alors à voir aussi quelle sera leur position en Serie A lors des matchs importants en Ligue des Champions, notamment en février, s'ils ont encore à jouer quelque chose en Serie A ou pas. Par exemple, où ils seront par rapport à l'Inter, mais je vois pas pourquoi ce serait pas une équipe embêtante comme ça l'était la saison dernière. Et sur Dortmund, c'est parce que je les avais bien aimés en première partie de saison dernière. Et même en Ligue des Champions, ils avaient fait des bons matchs. Je crois qu'ils avaient mis une claque à l'Atlético à domicile, il me semble. Il me semble, oui. Un 2 ou 3-0 assez sec. Donc voir ce que Favre va faire cette année. Ils sont encore une fois dans une grosse poule. J'ai tendance à les mettre quand même derrière l'Inter dans cette poule-là, mais une surprise sur la qualité de l'effectif qui était pas mal la saison dernière et qui a été renforcée, notamment avec Hummels qui en Ligue des Champions a des références. On passe à la Ligue Europa avec Rennes et Saint-Etienne, les deux clubs français, puisque Strasbourg n'a pas passé le cut. Saint-Etienne, d'abord pour parler des Stéphanois, qui est dans le groupe de la Gantoise, d'Olexandria, le club ukrainien, et de Wolfsburg. Florent, peut-être plus parler de Saint-Etienne que des adversaires, parce que c'est encore soit c'est des équipes qu'on connaît pas du tout comme Alexandria, soit la Gantoise et Wolfsburg qu'on peut apercevoir de temps en temps mais qu'on n'a pas encore trop suivi cette saison. Donc Saint-Etienne qui est pas top en championnat et sur qui tu as une théorie. Ouais, c'est parce que donc Saint-Etienne, je crois qu'ils ont pris 5 points depuis le début de la saison, en autant de journées d'ailleurs, en championnat. Et c'est quand je vois leur match face à Toulouse, en fait, et que je découvre le 11 de départ. Alors évidemment, beaucoup mettent le début de saison très moyen sur le dos de Printemps, sur le banc de touche. Et pourquoi pas, hein, passer de Gasset à Printemps, c'était pas forcément une excellente idée à mon sens des dirigeants, mais c'était ce que demandaient justement les joueurs, a priori. Que Printemps reste aux commandes pour travailler dans la continuité, on va dire, de ce qu'il avait fait aussi avec Gasset. Maintenant, le problème, c'est que quand je découvre le 11 de départ de Saint-Etienne et que je découvre que sur les 11 joueurs alignés, il n'y en a peut-être que 2 qui peuvent, pour leur carrière, espérer taper mieux que Saint-Etienne une fois qu'ils auront fini leur aventure avec les Verts. C'était Moukoudi derrière et Denis Bouanga au milieu de terrain, même si Bouanga, je ne sais pas s'il sera en mesure d'aller beaucoup plus haut ensuite que Saint-Etienne, mais quand tu vois qu'ensuite tu as Ruffier dans les buts, Kolo Djadjak, Kazri, Perrin, Debuchy, Mvila, Cabaye, il m'en manque encore quelques-uns, Amouma, et je ne sais plus, il m'en manque 2 à la fin.
Mais bref, tu n'as que des joueurs en fait qui, à mon sens, après Saint-Etienne, ne peuvent pas espérer mieux en termes de contrat, en termes d'ambition sportive. Et je me demande si tu peux réussir une saison en alignant des joueurs comme ça, en fait. Tout simplement que ce soit en Ligue 1 et aussi en Coupe d'Europe. À partir du moment où ces joueurs-là n'ont, entre guillemets, plus rien à prouver, je pense qu'il est très compliqué pour une équipe d'être performante sur 38 journées. Alors peut-être que par-ci, par-là, il y en a un qui va avoir une bonne série, comme Amouma, par exemple, qui met un doublé face à Toulouse. Mais je pense que tu vas avoir du mal à trouver de la continuité dans la perf si la majorité des joueurs que tu alignes sur le terrain n'ont rien à prouver. Et du coup, au-delà du peut-être déjà nécessaire changement de coach, ou en tout cas qui est espéré par quelques supporters déjà aujourd'hui, je pense que si Saint-Etienne veut vraiment être ambitieux cette saison, ça va surtout passer par l'intégration de jeunes qui justement ont des choses à prouver, ont des choses à démontrer, ont des places à gagner et peut-être des meilleurs contrats à aller chercher après. Parce qu'aujourd'hui, je vois pas comment tu peux réussir en Ligue 1 avec un effectif ou un noyau aussi, je vais pas dire aussi rincé, parce que c'est dur pour certains qui sont encore performants, mais voilà, sur le plan de la mentalité, de ne plus avoir rien à prouver quand tu es en Ligue 1, je pense que tu peux pas réussir une bonne saison avec des joueurs comme ça. L'autre club français, c'est Rennes, qui est dans un groupe, je pense, un petit peu plus difficile, avec la Lazio, le Celtic et Cluj. Ce qui est un peu amusant pour le fait que le Celtic et Cluj se soient déjà joués en barrage de Ligue des Champions il y a quelques semaines. Cluj était qualifié, mais avait sauté au tour suivant, donc les deux se retrouvent reversés en Ligue Europa. Qu'est-ce que tu imagines, alors soit du parcours éventuel rennais dans cette compétition, Raphaël, soit de Rennes en tant que tel, parce qu'on sait quand même que la Ligue Europa, ça dépend à la fois du groupe sur lequel tu tombes, mais aussi du groupe que toi tu alignes, c'est-à-dire de l'équipe que tu choisis de mettre sur cette phase. Autant quand ça sort des groupes, généralement, tu as tendance à mettre la meilleure équipe. Autant sur ces phases-là, ça peut tendance à faire tourner. Qu'est-ce que tu as vu de Rennes ? Est-ce que tu as vu des choses de Rennes depuis le début de saison ? À la fois sur le travail de Stéphane, sur les joueurs alignés, sur le système ? Alors pas forcément parler du Rennes et de leur performance depuis le début de la saison, mais ils ont quand même créé une histoire et un lien, et notamment Stéphane, avec la Ligue Europa. Et vous le savez vous-même, puisque vous étiez présent lors du match contre le Betis Séville au stade Roazhon Park. Donc je pense quand même qu'il y a un lien maintenant entre ce groupe de joueurs et cet entraîneur et la compétition qui fait qu'ils ne la prendront pas à la légère et qu'ils la respecteront. Et ils ont en plus gagné cette qualification grâce à la victoire contre le PSG en finale de Coupe de France. Donc là aussi, c'est une récompense qui n'est pas une récompense d'une 6e place moyenne que tu obtiens au bout d'une saison un peu impersonnelle, c'est plus que ça. Donc je pense qu'ils vont le prendre au sérieux, alors encore plus avec la qualité des adversaires et les déplacements qui sont quand même plutôt sympathiques. D'aller au Stadio Olimpico et d'aller à Glasgow, c'est quand même plus intéressant que peut-être que le groupe qu'à Saint-Etienne avec Alexandria et du coup c'était Wolfsburg et la 4e équipe, j'ai encore oublié. Voilà, bon, ça fait un peu moins rêver en termes de nom et de déplacement. Donc je suis curieux de voir ce que va faire Rennes. Florent parlait de l'âge des joueurs stéphanois et de leur trajectoire qui fait qu'ils n'iront pas plus haut. Des joueurs, oui, voilà. Enfin, je vais expliquer pourquoi je parle des Stéphanois, Florent. Et à l'inverse, Rennes, par contre, a des joueurs qui peuvent aller plus haut. Ouais, tu le disais, Florent, c'est l'inverse, c'est ça. Ils ont pas mal de joueurs qui sont au début de leur carrière, en tout cas qui sont dans une phase qui va leur permettre de passer un cap bientôt. Alors on peut penser à Kamavinga, on peut penser peut-être à Bourigeaud, on peut penser à Gélin, on peut penser à Mawassa, qui là fait Rennes après un bon passage à Nîmes. On peut penser à Rafinha qui vient à Rennes après un gros transfert depuis le Sporting. Même à Niagnon qui a connu un échec à Séville, mais qui peut-être s'il avait choisi le bon championnat quand il est parti de Rennes serait aujourd'hui plus haut. Donc même à Mendy dans les buts, dans les buts de Rennes. Donc je suis beaucoup plus optimiste sur leur performance, là pas forcément les résultats parce qu'ils ont un gros groupe, mais leur performance et leur considération pour cette compétition. Je suis pas sûr que Cabaye, Mvila, Kazri, Perrin, des joueurs qui ont connu des écarts comme ça, ils aient très envie de se déplacer à Alexandria et de jouer des matchs là-bas. Donc à l'inverse, Rennes, ils ont créé un lien avec cette compète et je suis là aussi curieux de voir comment par exemple un Kamavinga qu'on a vu très bon en Ligue 1 va jouer et ce que ça va donner contre des gros clubs de Ligue Europa. On passe à la rubrique VRAC.
notre nouvelle rubrique désormais habituelle, si on peut parler d'habitude, après une deuxième édition qui a été saluée par la critique, qui du coup revient en force. D'abord Florent, tu veux nous parler de Roland Courbis. Ouais, Roland Courbis, parce qu'il y a un entretien qui vient de sortir. En fait, c'est pendant qu'on enregistre. Il est 14h52. Le lundi, on est le combien ? On est le 16 septembre. Et il y a un entretien qui vient de sortir sur sofoot.com et qui m'a été depuis pas mal de temps maintenant teasé par Mathias Edwards, qui est un ami et qui a donc réalisé cet entretien non pas au bar, mais au restaurant avec Roland Courbis. Et donc c'est l'entretien, l'interview absolue, c'est a priori entre guillemets le dernier entretien que va donner Roland Courbis. Et franchement, j'ai lu juste les premières lignes, les premières questions, et ça part plutôt pas mal. Je vais juste lire simplement la première question et la première réponse pour vous donner une idée de là où vous allez quand vous allez rentrer dans cette interview. Donc je cite, question. Vous avez changé le lieu de rendez-vous pour cet entretien alors que j'étais déjà en route, ce qui n'a d'abord pas plu au chauffeur de VTC. Mais lorsque je lui ai dit que c'était pour vous interviewer, il a dit « Si c'est pour Monsieur Courbis, je vous amène où vous voulez ». Donc, c'est une question. Déjà, démarrer par une telle question, ça met dans l'ambiance. Réponse de Courbis. Cela peut paraître prétentieux, mais je ne suis pas étonné. J'ai même l'habitude qu'on me dise ça. Et là, entre parenthèses, ça signale que Courbis parle à la serveuse. Qui vient prendre la commande, et c'est donc: je vais vous prendre la saucisse bio au couteau de l'Aveyron, pommes purée maison et jus de veau. Après, on se tapera peut-être une portion de risotto aux gambas à 2, et pas de vin, je vais rester au Ricard. Voilà. Sachez que l'interview a duré 3 heures. donc voilà. Déjà, ça annonce la couleur. Très Courbis. ouais. Et pour avoir lu les 4, 5, 6 questions suivantes, ça aborde un peu tout. Ça parle de politique pour démarrer, il est rentré fort dedans. Je crois que ça parle un peu plus tard de foot, et notamment aussi de cette fameuse saison 99 où il laisse filer le titre à Bordeaux et où les Parisiens auraient levé le pied lors du dernier match. Donc voilà, je pense que vous ne perdrez pas votre temps si vous allez voir cette interview sur sofoot.com. Moi, mon petit vrac, c'est parler. Alors, je t'ai à moitié coupé tout à l'heure quand tu allais l'évoquer pour pas que tu me casses tout. C'est de Erling Braut Haaland. Alors, à mon avis, ça doit pas se prononcer Haaland puisqu'il y a un rond sur le A. Je ne sais pas comment s'appelle ce signe typographique en norvégien, mais qui est donc l'attaquant du Red Bull Salzbourg, qui est arrivé en provenance de Molde, où je crois que c'est Solskjaer qui à l'époque lui avait donné ses premières minutes en professionnel. Alors déjà on a parlé de lui, je crois que c'est l'été dernier. Il avait mis, c'est ça, c'était en mai, donc cet été quoi, où il avait marqué 9 buts dans le même match en Coupe du Monde U20. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc dans une victoire 12-0 contre le Honduras, alors même si le Honduras U20, ça m'a pas l'air d'être l'équipe la plus référencée, c'est quand même toujours intéressant de marquer 9 buts dans un match. C'était pas contre la réserve des îles Fidji, quoi. Il y avait quand même un petit truc. Et l'autre curiosité, c'est que Haaland, donc qui est le fils de Alf Inge, qui est connu pour avoir été blessé par Roy Keane dans l'un des pires attentats de l'histoire du foot. Il s'était moqué de Roy Keane après une blessure, machin, et Roy Keane l'avait défoncé et avait mis fin à sa carrière sur un tacle. Et donc, bref, Haaland, qui a un grand gabarit, donc le fils, qui là, ça m'annonce 1m94, autour des 90 kg. Visuellement, ça m'a l'air d'être ça. Il est assez imposant, il est assez costaud. Et donc, cette saison, en pointe du côté de Salzbourg, donc Salzbourg qui met des taules à tout le monde, il a 11 buts et 5 passes décisives en 7 journées de championnat. Et il a également mis un triplé pour le match de coupe qu'il a disputé. Donc, on est quand même sur des stats 14 buts en 8 matchs. Je ne sais pas s'il a fait des passes décisives en coupe, mais en tout cas, même si c'était 5 passes décisives, ce serait assez énorme. Et donc déjà international, même s'il a que 2 sélections, 19 ans, né en 2000, il vient d'avoir ses 19 ans. Et je pense que là, c'est à suivre. Alors, j'imagine que peu de monde va le voir jouer. Moi, d'ailleurs, je le suis que sur des compilations où il a l'air, en plus de sa puissance
Il montre un vrai sens du but et une vraie vitesse également pour un gabarit aussi grand. Donc il a l'air d'avoir tout le package. Alors évidemment, les défenses autrichiennes, faut toujours prendre en compte le fait que c'est pas le top niveau. Donc il est peut-être plus rapide que ces défenseurs-là, mais si tu le mettais dans un grand championnat, ce serait peut-être un petit peu plus différent. Peut-être qu'il aurait pas cet avantage-là. Mais je pense qu'au niveau du gabarit, en tout cas, il ferait le match à peu près n'importe où. Et donc quand à 19 ans, tu es capable de marquer autant de buts et d'autant sortir du lot, je pense que c'est un joueur dont on reparlera et dont ça sera un peu le joueur autrichien à suivre, le joueur du championnat d'Autriche à suivre. Souvent, on avait les saisons de Haaland ou de Soriano à l'époque, même d'Abour, une échelle un petit peu moindre, mais qui claquait des saisons entre 20, 30, 35 buts. Je pense que lui peut un peu taper tous ces records-là et aller vite chercher plus haut. Donc voilà, c'est un joueur un petit peu méconnu malgré tout parce qu'il joue pas dans un championnat majeur, mais ça risque d'être un peu le fil rouge de la saison. Il y avait pour certains suivaient les buts de Bas Dost dans le championnat portugais qui claquait énormément de buts, pas forcément énormément de participation au jeu, mais en tout cas qui avait des grosses stats. Donc voilà, je pense que ça sera un petit fil rouge cette saison de voir est-ce que Haaland va réussir à garder ce quota de plus d'un but par match pendant toute cette saison et voir où est-ce qu'il pourra atterrir, parce que je pense qu'assez vite on le retrouvera dans un club, à mon avis de première ligue, vu son profil de joueur et son profil physique. Raphaël, toi, ton petit vrai concerne Arsenal et tu essaies de comprendre ce que fait Unai Emery. Oui, j'essaye et je comprends pas alors, parce qu'on a un peu parlé d'Arsenal depuis le début de la saison, on les avait même placés dans notre top 4 de première ligue, je crois, quand on avait fait des épisodes summer où on pronostiquait la fin de saison de première ligue. Alors je pense que depuis on aurait changé notre fusil d'épaule, et notamment par rapport à ce qu'on fait de Chelsea. United est même ce que fait Arsenal, donc il a fait match nul à Watford 2-2 après avoir mené 2-0, et je ne comprends pas du tout ce que fait Emery. Alors il fait un peu la même chose qu'il faisait au PSG, c'est-à-dire que les trois attaquants ne défendent pas. Quand il était au PSG, on croyait que c'était parce qu'il n'arrivait pas à imposer de règles et de cadres aux trois de devant, et notamment Mbappé et Neymar, parce que Cavani le faisait plus naturellement. Là, le même schéma se reproduit à Arsenal, c'est-à-dire que là, par exemple, ce week-end contre Watford, c'était Aubameyang, Özil et Pepe qui formaient le trio offensif à peu près. Et les trois ne travaillaient pas du tout, ou quasiment pas. Par exemple, Pepe, je sais pas s'il a vraiment défendu à la perte de balle ou même défendu dans n'importe quelle phase défensive depuis qu'il est arrivé en Première Ligue. Du coup, tu défendais à 7, tu avais Guendouzi, Xhaka et j'ai oublié qui était le troisième milieu, c'était Torreira notamment qui est entré en fin de match, qui devait s'occuper de couvrir toute la largeur du terrain. Alors évidemment, ça fonctionnait pas très bien et du coup, tu reculais jusqu'à ce que Deulofeu enchaîne 14 frappes enroulées pour finalement que Watford égalise à 2-2, et je crois que Watford a fini à plus de 25 tirs contre Arsenal. C'est énorme, et déjà Liverpool avait fini avec énormément de tirs contre Arsenal il y a quelques semaines de cela. Donc je comprends pas pourquoi Emery fait la même chose qu'au PSG, alors que son attaque est quand même moins fiable. Il y a des joueurs de moins bonne qualité que Neymar, Mbappé, c'est-à-dire que Aubameyang, Pepe, Lacazette c'est fort, certes, Özil aussi c'est fort, enfin, ça l'est moins qu'avant, mais tu peux moins compter sur leur fulgurance pour t'assurer la victoire. Qu'en plus, défensivement, tu as quand même moins de certitude que quand tu avais Thiago Silva ou Marquinhos ou Kimpembe pour défendre la surface, parce que maintenant tu as David Luiz qui concède encore un penalty, et Socrates qui, dès qu'il y a un peu de vivacité en face, commence à bégayer. Et en plus, tu joues contre des équipes meilleures que celles que tu affrontais en Ligue 1, quand tu avais le PSG, où tu pouvais te permettre de faire quelques erreurs et d'avoir un peu de laxisme défensif, puisque de toute façon, tu jouais contre des équipes qui ne savaient pas attaquer ou qui n'attaquaient pas contre toi par peur de se prendre des buts ou des contre-attaques. Là, en l'occurrence, en Première Ligue, cette crainte n'existe plus et il n'a plus les joueurs pour valider un tel projet de jeu. Donc je comprends pas du tout ce qu'essaye de faire Emery. D'ailleurs, ça marche pas sur les derniers matchs. Et j'ai hâte de voir ce qui va changer ou ce qu'il ne changera pas. Parce que quand tu lis les supporters d'Arsenal ou les journalistes qui couvrent Arsenal, le vent a vraiment tourné et c'est très difficile de trouver des soutiens d'Emery aujourd'hui. Donc ça donne quand même des matchs assez désagréables à voir. Là, l'attaque-défense où tu te fais acculer par Watford sur ton but alors que tu mènes 2-0 puis 2-1, ça n'a absolument aucun sens, alors que normalement tu devrais dominer cette équipe qui n'a toujours pas gagné en Première Ligue. Donc vraiment sa carrière est difficile à comprendre à Emery. Il a quand même 3 titres en Europa League et où son Séville était fiable et solide. Je comprends pas comment il a pu passer de ça à des équipes aussi fragiles et douteuses et suspectes comme celle qu'il a construite au PSG et maintenant à Arsenal.
Raphaël, tu parlais de se faire acculer. Ça me permet de faire une mini-transition pour Florent, qui va peut-être nous citer un autre passage de l'interview de Roland Courbis. Je sais que tu es en train de la lire, là, et c'est assez exceptionnel. Je sais pas si on peut le lire. Allez, on va essayer. Donc, en fait, c'est de l'écrit, donc au final. Oui, c'est une citation. En fait, ça part d'une question. On parle souvent de vous comme d'un sacré meneur d'hommes, mais rarement comme d'un bon tacticien. Donc, comment vous expliquez cela ? Et en fait, il parle du record qu'il a permis de faire, qu'il a permis de battre à Gaëtan Huard, le record d'invincibilité en Ligue 1. Puisque c'est 1176 minutes. Et donc il explique d'abord, alors le passage que je t'ai envoyé, c'est pas tout l'extrait, je vais lire depuis le début. Donc il explique comment il jouait. Il dit: je vais te répondre avec une stat. Quand tu entraînes une équipe aussi importante que les Girondins de Bordeaux et que tu mets en place une équipe offensive avec tout de même Dugarry, Salone, Valdeir, Zizou et Dogon à droite, qui était un peu le Matuidi de Deschamps pour équilibrer l'équipe. Alors il dit donc: nous jouions avec 2 arrières centraux, Sénac, Marcio Santos, Lizarazu à gauche avec Duga devant lui, Lucas qui ressemblait un peu à Deschamps, Zizou reculant en 8, Huard dans les buts. Nous avions mis en place un mécanisme que j'ai ensuite utilisé dans toutes les équipes que j'ai entraînées. Nous avons établi un record qui tient toujours. Je pense avoir vécu une vie différente de celle de Monsieur Tout-le-Monde, mais je pense avoir été traité différemment sur le plan judiciaire comme sur le plan sportif. Tout ça pour dire que ce record d'invincibilité qu'on appelle le record de Gaëtan Huard n'est pas le record d'un seul homme. Un record en première division française de 14 matchs d'affilée sans prendre de but, si ce n'est pas l'œuvre d'un fin tacticien, eh bien allez tous vous faire... voilà. Et je l'écris pas sur une banderole. Là, je suis ni hétérosexuel ni homosexuel. Je ne bande pas. Voilà, je comprends pas le lien là. Je sais pas. Vous allez continuer à expliquer que c'est le record de Gaëtan Huard. C'est le record de toute une organisation, d'une ambiance, d'un mécanisme, d'un système, d'un comportement. C'est le record d'un entraîneur qui te fait comprendre que quand tu mènes 3-0, tu ne te relâches pas parce qu'il faut faire attention au goal average. Voilà. C'est quoi ce mécanisme dont il parle, Florent, là, où il dit, je sais pas, je ne me rappelle pas, c'était en 94-95 ça. Non, mais parce que je pensais qu'il le développait dans l'interview après ou qu'il en. Non, par contre après il parle de Didier Deschamps et c'est plutôt pas mal. Lui dit: si on revient sur l'ensemble de ma carrière d'entraîneur, je fais mes propres calculs. Je ne dis pas qu'ils sont justes, mais ce sont les miens. Avant d'aller à Caen sur 28 challenges, j'en ai relevé 23. Et donc il dit: et j'aimerais bien que les journalistes me parlent de ça plutôt que de me dire que je n'ai pas gagné grand chose en entraînant Toulon, Ajaccio, Montpellier, même si j'aurais aimé faire mieux à Marseille ou à Bordeaux. Et là il met un petit taquet à Didier Deschamps. Il dit: mais c'est sûr que je n'ai pas mené ma carrière comme l'aurait fait Deschamps, qui réfléchit 10 fois avant d'accepter un challenge parce qu'il n'y va que s'il a tous les atouts de son côté. Voilà, petit taquet gratuit. Il dit: moi il suffit que je sois à une table avec un président sympathique qui me propose un projet en me disant qu'il est sûr que je vais refuser pour que j'accepte, mais c'est Didier Deschamps qui a raison, hein. Voilà, il termine là-dessus. Donc voilà, non, très, très bonne interview, je suis allé au bout. Là c'est juste un extrait qui m'a bien fait rire au passage, mais il y a pas mal de choses plutôt intéressantes, tant sur sa vie d'avant quand il prend une balle en sortant d'un stade, ou même sa carrière avortée d'acteur. Vous verrez à l'occasion, puisqu'il est en concurrence avec Gérard Lanvin pour un rôle. Mais non, ça part un peu dans tous les sens, mais ouais, très bonne interview. Ouais. Je confirme, allez-y, allez la lire. Ouais. On gardera quand même la phrase: je suis ni hétérosexuel ni homosexuel. Là, je ne bande pas. Oui. Il ne peut être que l'œuvre d'un esprit dont la logique est un peu différente. D'un esprit au Ricard surtout. Parce que ouais, tout la le repas s'était passé là. Oui. Oui, parce qu'au plus tu avances dans les questions, au plus eux ils sont avancés dans le repas. Oui, c'est ça. Forcément, au bout d'un moment, on se dessèche et il faut se rafraîchir. C'est l'heure de passer, après ces belles émotions, ces beaux discours, au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Donc les paris, on va commencer par Raphaël, qui s'est délecté des commentaires et des récits d'interviews de Florent. Raphaël, je crois que tu as fait 1 sur 2 la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. J'aurais pu faire 2 sur 2 si Clément Turpin n'avait pas cédé sous la pression d'une partie bretonne de la France, une partie brestoise de la France, qui aurait dû laisser le but de Rafinha passer, comme ça j'aurais passé 2 paris, mais non. Tu es quand même en positif puisque ta cote rentrée était à plus de 2. Donc c'était un week-end sympathique pour le plus grec des Français. Tes paris de la semaine, je les ai sous les yeux. Bruges Galatasaray pour commencer, vas-y. Oui, bah alors Bruges Galatasaray, je suis pas très inspiré, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui ne seront pas convaincus. Je le suis à peine moi-même. Mais Bruges Galatasaray, donc j'ai regardé un peu les chiffres des 2 équipes.
avec notamment une équipe de Bruges qui attaque très bien en ce début de championnat. Ils sont à 14 buts en 6 matchs de championnat de Belgique. Donc je pars sur un match à but, un match à plus de 2,5 buts contre Galatasaray, qui a changé, donc on l'a dit, pas mal son effectif et qui manque encore d'automatisme et de certitude derrière. Je pars à plus de 2,5 buts. Je pars aussi sur une raison qui n'est pas du tout prouvable et rationnelle, mais j'ai toujours l'impression que ces matchs de second rang en Ligue des Champions sont toujours ceux qui accouchent de le plus de buts. Et quand tu regardes les résumés le soir ou le lendemain, tu vois qu'il y a eu 4-3 entre Bruges et Galatasaray. Il y a toujours plein de buts sur ce match-là. Donc je pars à plus de 2,5 buts et la cote n'est que de 1,70. Ça paraît faible, c'est aussi parce que je le suis. Incroyable justification et moment d'auto-vérité. Ton deuxième match, Olympiakos-Tottenham, Son buteur. Oui, alors là aussi je pars sur la force du football grec en ce moment, puisque Florent ne cesse de me le rappeler. On rappelle que l'équipe de Grèce, championne d'Europe il y a 15 ans, a fait match nul contre Liechtenstein. Voilà, donc si vous croyez que tout est acquis, pensez à l'équipe de Grèce. Mais là je pars sur Son buteur, parce qu'il a déjà marqué un doublé ce week-end lors du match contre Crystal Palace et contre l'Olympiakos. C'est la lourdeur des équipes grecques en général qui de toute façon ne savent jamais défendre en Ligue des Champions. Alors peut-être que l'Olympiakos me fera mentir. On n'est quand même pas dans une période dorée pour le football grec. Au début j'étais parti sur Kane, mais comme je le disais un peu plus tôt, il est dans une période compliquée statistiquement. Et ces stats avancées me font pas penser qu'il va forcément être celui qui se procurera le plus d'occasions. Donc je pars sur un but de Heung-min Son en Grèce. C'est à 3,10, un but au Pirée pour le buteur coréen de Tottenham. Florent, qui reste sur un 2 sur 2. Félicitations, oui. Florent. Donc un 3 sur 4 cette saison. Et oui, ça part plutôt pas mal. Sachant que ça aurait pu être 4 sur 6 si l'épisode Fantôme avait été diffusé. Voilà. Alors ton premier pari, c'est Atalanta Zagreb. Ouais, l'Atalanta qui convainc pas forcément en Serie A depuis le début de la saison. Je crois qu'ils ont pris 6 points avec une victoire difficile face au Genoa dernièrement. Une défaite 3-2 face au Torino, une victoire 3-2 face à la Spal. Donc voilà, début de saison assez compliqué pour l'Atalanta. Mais en face, Zagreb, c'est pas forcément une équipe qui a vraiment réussi en Ligue des Champions dernièrement. C'est souvent un quatrième qui n'oppose pas une très grande résistance. Et du coup, je me dis que l'Atalanta, comme je disais, ils ont des problèmes défensifs. Par contre, offensivement, ça tourne encore, vu qu'ils ont inscrit 8 buts déjà en 3 journées de Serie A. Donc je me dis que face à Zagreb, le jeu de position dont je parlais tout à l'heure au moment d'évoquer l'affiche face à Manchester City pourrait, je pense, suffire pour leur permettre de s'imposer face à Zagreb. Et notamment de marquer dans les demi-temps, puisque je suis allé vérifier, ils ont marqué dans 5 mi-temps sur 6 aussi depuis le début de la saison. Donc je me dis que l'Atalanta qui marque dans les demi-temps, ça me paraît pas déconnant. Donc l'Atalanta qui va marquer dans les demi-temps, c'est coté à 2,80 et je pense que c'est faisable. Je sais pas s'ils vont s'imposer, mais je me dis que marquer 2 buts à Zagreb, ça me paraît faisable pour eux, même s'ils sont pas au niveau pour l'instant de la saison dernière. Du côté de Zagreb, on verra alors à la fois la pépite Daniel Olmo. Je ne comprends pas pourquoi il est toujours là-bas, alors il me semble meilleur que la moitié des milieux de Liga et beaucoup plus prometteur, mais bon, il est toujours là-bas. Mais surtout en défense, où on reverra 2 vieilles connaissances, puisqu'ils m'ont l'air titulaires vu le nombre de matchs joués, c'est Moubanjé et Théophile Catherine. Donc voilà, François Moubanjé et Kevin Théophile Catherine qui sont là, qui disputent la Ligue des Champions. Pour le coup, c'est pas ça qui fait peur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, oui, je reste du coup sur mon pari. Oui, je vais pas bouger. C'est le coup classique de joueurs moyens, on va dire ça, à l'échelle du foot européen, mais qui, en allant dans le meilleur club de championnat de second rang, se retrouvent à jouer une Ligue des Champions qu'ils n'auraient autrement pas fréquenté, en restant là pour ces deux appréciés en Ligue 1. Ton deuxième pari, PSG Real Madrid. Oui, tant qu'à faire, autant prendre le gros match de cette semaine, en tout cas pour la France. PSG Real Madrid, alors depuis le début de la saison, j'en parlais tout à l'heure aussi, le Real Madrid n'a pas réussi à préserver ses cages violets. En face, le PSG est meilleur défensivement, ils ont concédé moins de situations que les Madrilènes, ça c'est assez évident en Ligue 1. Même s'ils n'ont pas forcément totalement convaincu. Comme je le disais, Strasbourg a failli marquer contre eux ce week-end. Ajorc a eu 2 occasions face à Navas.
Mais de l'autre côté du terrain, Paris est quand même très diminué en attaque. On ne sait pas si Cavani va être de retour, Icardi est hors de forme, Neymar sera pas là, Mbappé sera pas là. Donc je me dis que en termes d'individualité, Paris risque de pas être bien fourni pour vraiment mettre en difficulté la défense du Real. Du coup, en associant un petit peu toutes ces idées-là, je vais partir sur un double chance, victoire du PSG ou match nul, et surtout moins de 2,5 buts marqués dans le match. C'est-à-dire, je pense pas que ça parte dans un festival offensif, vu l'état du PSG. Et en face, je me dis que le Real va peut-être être assez prudent dans son approche. Donc voilà. Le PSG et le Real... Non, victoire du PSG ou match nul et moins de 2,5 buts dans le match. Donc 1-0, 1 partout, 2-0. Et c'est coté à 2,70. Et voilà, en espérant que ça passe. Mais malheureusement pour moi... Autant en Ligue 1, j'ai de la réussite depuis l'année dernière, autant la Ligue des Champions est une catastrophe, donc évitez de me suivre, je pense. Mais bon, fallait en donner, là, c'était forcé, il fallait aller sur la Ligue des Champions. Belle technique de psychologie inversée, Oui. digne de Roland Courbis, qui accepte les projets quand on lui dit qu'il ne devrait pas accepter. Félicitations Florent, merci messieurs pour cet épisode. Petit rappel habituel, nous sommes sur Twitter, @VuDuBanc podcast, où là on relaye un peu tout. Donc si vous nous suivez là-dessus, vous verrez apparaître les podcasts, etc. On a notre page Patreon toujours, là aussi VuDuBanc podcast. VuDuBanc Saga. VuDuBanc Saga, pardon. Enfin, Ouais. Vous tapez VuDuBanc podcast, je pense que vous tombez dessus quand même, mais oui. Patreon.com/VuDuBanc Saga, où on a fait notre dernier. On a fait le 4e épisode, le dernier en date de notre saga sur l'Euro 2000, où on a parlé des demi-finales, notamment de France-Portugal. Donc si vous voulez savoir ce qu'on pense d'Abel Xavier, du duel entre Luis Figo, Zinedine Zidane, de Didier Deschamps, etc. On a évoqué ça pendant 1h30. On a mis ça en ligne là il y a très peu de temps. On a fait également une foire aux questions en répondant aux questions de nos patrons qui sont près de 400, qu'on salue, qu'on remercie de nous soutenir. Et voilà, on aura un nouvel épisode de Saga qui arrivera bientôt, et une autre foire aux questions d'ici la fin du mois. Donc si vous voulez encore plus de contenu VuDuBanc, rejoignez-nous sur Patreon, devenez patron. Et puis voilà, nous on se retrouve mercredi soir ou jeudi. Enfin, Ouais, je pense qu'on enregistrera mercredi soir, mais qu'on sortira ça jeudi, Florent, c'est ça? Ouais, c'est ça, on sortira ça jeudi matin, dans la nuit, quoi, dans la foulée de l'enregistrement. On reviendra sur les matchs de Ligue des Champions et en détail sur PSG Real qui aura eu lieu le soir même. Ça marche, c'est parfait, très beau planning. Merci à toi Florent pour ta participation une nouvelle fois avisée. Et de rien. Et merci à Raphaël d'être fidèle à lui-même. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas sûr que ce soit un compliment, mais merci Christophe. Tu n'as pas été en dessous de tes performances d'habitude après à voir comment tu les juges. Bah, ça va, je suis le Vincent Pajot de cette émission. Magnifique, Vincent Pajot et Benjamin Cornier. Merci messieurs. Et donc rendez-vous dans quelques jours après les matchs de Ligue des Champions. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.